Colombe Bonsen, bonjour. Si nous sommes là, malgré quelques petits problèmes de connexion, c'est grâce à la 8 Mont Blanc. Donc nous sommes en visio toutes les deux, moi à Saint-Gervais-les-Bains et vous dans la région parisienne. Et si nous sommes là, c'est que vous avez écrit et publié un livre, La mesure des larmes, à la suite d'une résidence d'écriture à Saint-Gervais-les-Bains. Alors nous allons bien sûr revenir sur votre livre. En plus, c'est le petit clin d'œil, là, le petit cadeau de Noël en perspective à l'heure en plus où la culture est assez malmenée, donc ça sera bienvenu dans la hotte du Père Noël. Et donc nous allons revenir sur votre livre et sur le principe d'une résidence. Mais avant toute chose, est-ce que vous pouvez dire aux auditeurs qui ne vous connaissent pas qui vous êtes et quel est le parcours qui vous a mené à l'écriture, puisque vous avez déjà écrit avant celui-ci, il me semble, 2 autres romans, dont un qui a eu le prix Fénelon. Bonjour, merci de me recevoir même à distance. J'aimerais bien être à la montagne avec vous. J'ai jusque-là, oui, en effet, écrit 2 romans. Le premier s'appelait Comme neige, même s'il n'avait pas grand lien à la montagne. Et, euh, et il faisait état, il a paru en 2016 aux éditions Buchet-Chastel. Et si vous voulez, c'était un premier roman qui, pour moi, marquait aussi l'appartenance à un certain milieu qui est le milieu littéraire, dans lequel j'ai commencé à travailler quand j'avais 20 ans, dans le milieu de l'édition, découvrant ce que pouvait être l'écriture contemporaine, les auteurs autrices contemporains, et voilà, avec en moi un fort désir d'écriture qui s'est concrétisé donc dans ce premier roman que je présente volontiers comme une enquête littéraire. J'ai inventé un auteur, une bibliographie, un livre qui n'existe pas, autour duquel se fonde toute l'intrigue. Alors vous avez passé plusieurs mois à Saint-Gervais, à la maison forte de l'Autour où moi je suis actuellement, dans le cadre d'une résidence d'écriture. Alors on peut peut-être en rappeler le principe pour ceux qui nous écoutent. En fait, c'est un artiste, en l'occurrence une autrice, puisque c'était vous, Colombe Bonsen, qui n'est ni originaire ni coutumier de la région et qui est sélectionnée par une ville, une commune. On lui offre un hébergement pour lui permettre de poursuivre son œuvre. Et pour vous, c'était donc l'œuvre votre métier d'écrivain. La durée d'une résidence est en moyenne de 3 mois et suppose un échange de la part de l'artiste. Vous devez participer à des manifestations, des animations. Alors cette année, c'était un petit peu compliqué vu le contexte, les conditions sanitaires. Et puis aussi, vous avez, entre guillemets, l'obligation de produire une œuvre en lien avec le terroir dans lequel vous avez été immergé. Alors, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que la résidence relève du déplacement et vous amène à vous interroger sur le sentiment de dépaysement qui est induit par ce déplacement? De fait, la résidence est un déplacement puisqu'elle déplace aussi bien physiquement, géographiquement l'artiste, en l'occurrence l'autrice que je suis, qui vit en région parisienne, comme vous l'avez dit en introduction, et qui vient passer quelque temps à la montagne, montagne que je connais et pratique par ailleurs, mais comme une touriste, et donc je n'avais jamais eu l'occasion d'y vivre, hein, d'y passer un temps quotidien. Donc, de fait, mes habitudes ont été là déplacées. Symboliquement aussi, puisque tout mon espace de travail était dirigé vers un autre lieu, une autre attente. Donc oui, en effet, tout cela est placé sous cette égide du déplacement et je me suis interrogée pendant tout le temps où j'étais à Saint-Gervais sur ce que ça déplaçait en moi aussi dans l'écriture. Et le résultat est ce petit texte qui, de fait, est assez différent des 2 premiers textes que j'ai écrits dans sa tonalité, dans son écriture, et quelque chose, je dirais, je vous parlais de dispositif littéraire pour mes 2 premiers livres, de mise à distance. Et là, je crois que même si la mise à distance existe toujours dans l'écriture, il y a eu sorte
plongée en sincérité, en émotion, en choses éprouvées qui n'étaient peut-être pas présentes dans mes deux premiers livres. Donc oui, le déplacement est là aussi. D'accord. Et alors, comme vous le disiez, vos deux premiers romans s'inscrivaient dans un milieu qui vous étiez davantage familier, le monde de l'édition, le littéraire, un peu le monde du bureau aussi. Alors, vous l'avez dit, l'univers radicalement différent de cette résidence au cœur de montagne assez mythique, hein, face au Mont Blanc, et surtout au gré de saisons qui sont dans cette région bien distinctes. Est-ce que, au-delà du livre que vous avez écrit, est-ce que ça a suscité pour vous de nouveaux horizons? Est-ce que de nouvelles inspirations en fait? Ça, ça m'a permis de mettre des mots précis sur ce que pouvait faire naître comme émotion un paysage. Et de m'interroger, j'ai beaucoup travaillé au vocabulaire de la montagne, à essayer de comprendre comment. Il y avait pas mal de documentation dans l'appartement qui est au sous-sol du musée où vous êtes. Et donc ça a ouvert cette interrogation de comment euh, un paysage peut aussi être la réponse d'une intériorité, peut aussi être l'image d'une intériorité. Et ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai envie de continuer à travailler. J'avais déjà un petit peu défriché ces notions-là, mais ça l'a encore plus ancré. Donc, la montagne, bien sûr, et l'horizon qu'il a ouvert, les questions que ça a posées. Et puis, plus généralement, cette question de le paysage comme inscription, impression des sentiments intérieurs. D'accord. Alors, quelle montagnarde êtes-vous ou êtes-vous devenue? Alors, je peux vous proposer des qualificatifs. Inspirée, curieuse, nostalgique, casse-cou, sportive, contemplative, exaltée, revigorée. Lequel vous semble le mieux vous correspondre? Tous me vont. À chacun, je me suis dit, ah oui, aussi, ah mais oui, aussi un petit peu, c'est-à-dire que sportive, oui, parce que j'aime bien ça, tout en n'étant pas une professionnelle de la montagne, donc parfois un peu casse-cou à mes dépens, parce que je m'aventure, j'ai eu quelques anecdotes qui ont bien fait rire le personnel ici du musée où je perdais tout le temps mon chemin et j'essayais de me retrouver toute seule et m'aventurer dans des situations qui n'étaient pas les plus sécurisées. Je suis par ailleurs tout à fait contemplative. Je peux m'arrêter 2 heures parce que je trouve le paysage très beau avec mon petit carnet. Enfin, pour peu que les conditions météo le permettent. Hein, mais avant, il y avait des cafés dans la montagne. On pouvait s'arrêter au café de temps en temps. Donc voilà, je peux aussi faire ça. Exalter, oui, parce que tout d'un coup, il y a des choses tellement belles et tellement émouvantes quand on contemple les sommets et qu'on marche dans la montagne que, enfin, comment ne pas être exalté face à des paysages aussi grandioses et magnifiques. Enfin, comment avez-vous dit revigorante. Enfin, oui, bien évidemment, parce que j'ai eu ce plaisir de me réveiller le matin et de sortir dans l'air frais du matin et de tout de suite monter, aller chercher quelque chose dans ce qui allait s'ouvrir à moi de ces paysages. Donc, j'oublie plein d'adjectifs qualificatifs que vous avez utilisés, mais il n'y en a aucun contre lequel je m'élèverais, en tout cas. Je suis un petit peu toutes ces montagnardes à la fois. Ah Si oui. tant est que je sois vraiment une montagnarde. Donc oui, si, ça fait une montagnarde accomplie quand même. Voilà, très bien, merci. J'accepte la distinction. Alors dans justement La mesure des larmes, le roman que vous avez commis suite à votre résidence, c'est l'histoire d'une artiste, Béatrix Filia, dont la mère vient de mourir et qui se réfugie dans la vallée de Saint-Gervais pour faire le deuil. Ou moi j'ai plutôt une impression que c'était plutôt pour apaiser son chagrin. Tout à fait. Voilà, en le ressassant
puisque elle venait passer des vacances avec sa maman décédée à Saint-Gervais dans la région. Et au cours de ces pérégrinations, elle entend une légende locale racontée par un autochtone, et cette légende devient une espèce d'énigme à résoudre, un but. C'est comme ça aussi que vous résumeriez votre roman, si vous pouvez résumer. Oui, oui, tout à fait. En effet, il s'agit d'un personnage, une artiste visuelle. Je pense là que d'avoir été en résidence dans un musée qui exposait des œuvres, beaucoup d'artistes visuels, d'avoir, je vous l'ai dit, m'être documentée aussi sur les précédentes résidences et les projets artistiques des uns et des autres a été une grande source d'inspiration pour moi. Et donc cette artiste visuelle, en effet, vient sur le territoire qui est celui qu'elle a partagé avec sa mère, celui des souvenirs qui les a unis. Et en effet, c'est pas tant ressasser que j'utilise l'expression dans le livre, déposer quelque chose, et déposer peut-être son chagrin, ses souvenirs, enfin, cette histoire-là qui est celle de la transmission. C'est comme si elle venait transmettre à la montagne un chagrin qui, à ce moment-là du deuil, la dépasse un peu parce qu'elle perd sa maman est jeune, enfin, il y a eu un épisode de maladie. Ce sont des éléments qui sont donnés de manière discrète dans le texte, mais je pense que voilà, Béatrix est quelqu'un d'éprouvé par ce qui vient de se passer, et la montagne, les balades qu'elle y fait, je ne sais pas si elles sont consolatrices, mais enfin elles sont l'occasion en effet de voir son chagrin sortir d'elle-même, enfin, de lui permettre, ce que je disais tout à l'heure, de lui donner une sorte d'incarnation naturelle. Et donc c'est ce qu'elle va glaner. Elle ne le sait pas au départ, mais c'est ce qu'elle trouve dans ses promenades récurrentes. Elle s'épuise un peu dans ses promenades quotidiennes et elle touche, c'est que, voilà, elle essaye de donner une matérialité à ce qui se passe en elle à ce moment-là. D'accord. Donc en fait, c'est ça aussi son but. C'est pas simplement cette légende locale, c'est aussi. Alors, dans ces promenades, il se trouve qu'elle entend par hasard cette légende qui lui est racontée et qui fait état d'un glacier qui se serait formé par les larmes d'un jeune homme rejeté par la montagne, rejeté amoureusement par la montagne. Elle trouve que c'est une très belle légende. Et justement parce que, sans le savoir, elle est en train de chercher une sorte d'incarnation matérielle à sa propre tristesse, elle se dit, oh, ce lac de larmes, voilà, comme elle l'appelle, ce lac de larmes, c'est là que je vais trouver. C'est comme si ça lui donnait le but ultime de ce qu'elle est en train de chercher sans trop savoir ce que c'est. Donc elle veut y aller. Et ça devient aussi une sorte d'obsession souterraine pour elle qu'elle va travailler en tant qu'artiste pendant plusieurs années. Voilà. Et donc vous évoquez cette légende et puis d'autres, la légende du lac vert, la légende des Rocheurs. Donc il y a quand même vous avez trouvé qu'il y avait quand même ce terrain très propice aux légendes ici et assez insolite par rapport aux d'autres univers qui vous sont familiers. Ces mythologies de la montagne, oui, me sont arrivées aux oreilles et assez vite. Et c'est surtout que je les ai trouvées très belles et qu'elles venaient donner des histoires, raconter des histoires à des éléments de paysage. Et c'était ça que je trouvais très beau. C'était comment on, on racontait des choses enfin, par des gens. Enfin, c'était des histoires que je voyais bien, oui, se transmettre. J'ai discuté avec des gens d'ici, etc. Et je trouvais que cette manière de raconter le territoire à travers des légendes était une très belle manière de l'appréhender. C'est ce que, d'une certaine manière, j'ai aussi essayé de faire. Très bien, oui, oui. Alors, comme vous parliez de l'héroïne, la Béatrix, qui parcourt les lieux qui nous entourent, enfin qui m'entourent là pour le coup, qui reste très humble face à la nature, vu qu'elle essaie de capter, de capturer les émotions qu'elle ressent qui passent des éléments, de l'eau, des arbres,
évidemment de la montagne, de ces roches telluriques. On perçoit aussi le silence qu'elle apprécie au sein d'une nature qui reste fragile. Et on a vraiment l'impression qu'elle est face à elle-même dans la nature et qu'elle est obligée d'avancer dans une voie, en fait, une ascension vers le sommet. On peut pas s'arrêter, en fait. Le chemin est à faire, on peut pas reculer, il faut continuer. Alors, est-ce que c'est vraiment, est-ce sont des impératifs qui étaient vraiment importants pour vous et qui fonctionnent aussi comme un leitmotiv dans votre vie, ou aussi l'écriture nécessite toujours d'y croire? Mhm. Je vous remercie beaucoup pour le terme que vous avez utilisé, qui est humble, quand vous dites qu'elle reste humble par rapport à la montagne. Je reviens, je m'arrête un instant dessus parce que quand on a fait en juillet dernier, quand j'étais là avec la précédente résidente autrice Anne Colombe, une rencontre à la librairie, j'avais lu quelques passages déjà écrits du texte et eu l'occasion de discuter avec quelqu'un qui m'avait entendu. Et on a parlé de la montagne et de la mer et de la correspondance de ces deux éléments. Et elle avait eu cette phrase très belle, elle m'avait dit, mais ce sont des lieux qui rendent humble, ce sont des lieux qui forcent l'humilité. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Donc, en effet, je trouve que cette humilité-là, une sorte de dignité aussi face aux grandes choses. Et on s'en rend vraiment compte. Je l'avais jamais mesuré autant qu'en étant quelqu'un qui a parcouru la montagne. Voilà, la montagnarde que j'étais, quelqu'un qui l'a parcouru et éprouvé. Euh, donc, tout ce qui s'est passé là, oui, en effet, l'humilité, la quête des sommets, la reconnaissance de sa petitesse tout le temps et le besoin oui, de silence, de faire silence sur les choses sont évidemment des objectifs que je me donne dans l'écriture. Oui, absolument, absolument. Donc enfin, je trouve que la manière dont vous formulez la question est très belle. Je vous en remercie. C'est gentil, c'est gentil. Alors, cette nature que vous évoquez et que les gens de la vallée, hein, et les autres aussi, mais les gens de la vallée vont adorer reconnaître parce que vous la décrivez assez mystérieusement parfois et ils vont pouvoir, j'ai l'impression, avec délectation et gourmandise, se dire ah oui, je sais ce dont elle parle, je connais cet endroit, donc ça c'est assez jubilatoire, je trouve, quand on est habitant de ce lieu que vous évoquez si de manière si précise et en même temps qui nous laisse tout un imaginaire. Donc cette nature que vous évoquez convoque aussi, vous l'avez dit tout à l'heure, une mythologie, un bestiaire en fait. Il y a chez vous ce que j'ai vraiment beaucoup apprécié, une volonté de susciter le merveilleux et un merveilleux enfantin et aussi ancestral. Alors je me suis demandé, est-ce que c'est un merveilleux enfantin et à la fois ancestral qui permet à l'homme de trouver, de l'aider à interpréter le monde, ou aussi, je me suis demandé si cette volonté de distinguer deux mondes, le monde des humains et des non-humains, que vous évoquez avec les formes justement que suscite la nature, les monstres, les sorcières, une gorgone qui vous pétrifie, est-ce que c'était aussi comme une passerelle jetée entre deux mondes qui était l'espoir de pouvoir retrouver la mère décédée? Ma phrase est un peu alambiquée. Hein. Non, alors à propos du mystère, la précision et du mystère, je suis contente que, comme lectrice, vous me disiez avoir reconnu quelques lieux, parce qu'en effet, il est évident que ce sont des lieux autour de Saint-Gervais. Pour autant, ils ne sont jamais nommés précisément. Le lac vert, soit, mais bon, des lacs verts, il peut y en avoir ailleurs. Le dérochoir, mais enfin, c'est pas non plus un des lieux les plus touristiques de Saint-Gervais qui en fait une référence où enfin d'ailleurs c'est la vallée d'en face et je crois que j'ai tenu à ce que, tout en étant précise, ce soit la montagne d'une manière presque générale. Je glisse d'ailleurs des éléments qui sont pas exactement de Saint-Gervais. Enfin, donc, c'était important pour moi que malgré la précision de la description, il y ait une sorte
est-ce que je peux parler de neutralité de la montagne? Non, mais enfin Une dimension universelle quand même, en fait. oui, voilà, aussi, exactement. Euh, et, et pour ce qui est des deux mondes, euh, je crois que l'expérience du deuil et de la mort, en tout cas, telle que moi je l'ai étudiée et ressentie et vécue, et telle que la narratrice la ressent, c'est un nouveau lieu de communication. C'est un lieu, euh, je crois, au cycle, au cycle naturel. Je crois qu'elle dit ça, la narratrice, à un moment, le corps de sa mère se dissémine en des particules qu'elle va retrouver partout. Et que l'absence est une nouvelle présence. Voilà. Et c'est ce que tu es en train de découvrir, ma narratrice. L'absence physique du corps n'est pas finalement une absence totale. Euh, et elle voit sa mère surgir dans des éléments du paysage. Et ça, c'est éminemment rassurant. Vous voyez, c'est-à-dire que notre propre finitude a quelque chose de terriblement angoissant. Oui, les gorgones, oui, il y a des éléments du texte qui sont de l'ordre de l'angoisse, parce que quand on fait face à cela, bah, comme peut-être chacun, on peut avoir une sorte de vertige. Et en même temps, dans euh, les éléments, les signes que nous renvoie l'extérieur et souvent la nature, les bêtes, les fleurs, je ne sais pas, un arbre, le printemps, choses qui peuvent paraître naïves, sont en fait des signes infiniment beaux du fait que nous sommes tous inscrits dans un grand cycle. Et c'est un petit peu ça que décrit ce texte aussi, à sa manière. Mhm. Alors je continue hein, sur la nature, puisque vous la décrivez fort bien, et alors vous en faites, il me semble, à la fois le lieu d'un recueillement, d'un ressourcement, parce que la nature est immuable, mais aussi on sent bien le lieu d'une angoisse quand on réalise qu'elle peut être anéantie, comme le glacier dont vous parlez, qui est en mauvaise santé, page 24, vous dites, elle lit. Je le lisais en même temps avec vous, enfin je le découvre en même temps avec vous, elle lit qu'un glacier peut être en mauvaise santé, que ses progressions, ses surges sont parfois de l'ordre du suicide. Alors j'aurais aimé que vous reveniez un peu sur cette phrase que je trouve splendide, et puis de quelle manière que vous nous disiez de quelle manière vous êtes vous sensible à cette mauvaise santé écologique en fait. Eh bien, je pense que c'est cette phrase-là et toute cette préoccupation, enfin, et l'image de toute une préoccupation qui est la mienne en tant qu'individu, en tant qu'auteur, autrice, bien sûr, mais plus en tant qu'individu social. Et, euh, et c'est quelque chose auquel je suis très sensible et qui est encore plus donné, je trouve, quand on fréquente un lieu comme la montagne. Et cette question des glaciers est quand même profondément angoissante. Enfin, parce que on mesure, mon texte s'appelle La mesure des larmes. Enfin, de la même manière peut-être qu'il mesure un chagrin. C'était un chagrin plus gros que celui de la perte personnelle, qui est aussi, en fait, notre monde fond. Enfin, et le glacier fond à vue d'œil. Et en fait, c'est terrifiant. Euh, et quelque chose se perd. Et en décrivant la montagne et la nature, c'est aussi un hommage qu'on lui rend. Et en fait, on se rend compte que quelque chose est en train de disparaître. Voilà, on le ressent, on le voit, on le touche. Et donc, oui, je me suis intéressée beaucoup au glacier. J'ai parlé avec des glaciologues, j'ai regardé des documentaires et je me suis rendu compte à quel point ces lieux-là cristallisaient, représentaient, incarnaient ce qu'on appelle les bouleversements climatiques et, et l'avenir triste qui est lié à ces incompétences, puisque je pense qu'il y a beaucoup voilà, de non-réalisation de ce que nous avons produit, de ce que notre civilisation a produit.
Alors, je vous embête encore avec cette nature. Alors moi, je suis pas du tout penchée, enfin inspirée par la nature, mais j'avoue qu'en refermant votre livre, une image est restée très forte. C'est justement cette nature, donc je vous remercie pour ça. Et enfin, c'est une nature qui n'a pas d'état d'âme, contrairement à l'homme et notamment à Béatrix, votre héroïne. Et sans l'idéaliser, vraiment, vous en avez fait un personnage de la nature, un personnage à part entière. Et est-ce que vous l'aviez prévu au départ ou est-ce qu'à un moment donné, justement, vous avez eu envie de rendre hommage, je ne sais pas si le mot est bon, à un espace que vous avez habité plusieurs mois? Non, je suis arrivée sans aucune idée de ce que je ferais. Je me doutais que l'espace, moi, voilà, on l'a dit, je suis quelqu'un qui aime me promener, être dehors. Donc, je comptais pas rester enfermée dans l'appartement qu'on mettait à disposition à regarder le paysage, qui est d'ailleurs très joli de l'appartement. Non, j'avais envie d'explorer ce que j'ai fait. Donc cette exploration a donné lieu à cette possibilité d'écriture et de personnages. Donc c'était pas prévu de la sorte. Voilà, il se trouve que j'ai aussi été rattrapée par des événements tout à fait personnels qui sont un propre deuil et que cette résidence est arrivée à ce moment-là. Ça non plus, c'était pas prévu. Donc j'ai décidé d'accueillir ce qui se passait dans mon existence à ce moment et d'en faire un lieu d'écriture, un espace d'écriture, puisqu'il m'était là offert, proposé. Et c'est ainsi que dans ce personnage, que les choses se sont transformées pour moi. Oui. D'accord. Oui, donc en fait, comme au gré de vos randonnées, vous avez Glané, absolument. J'ai glané tous les jours, pris des notes. J'avais mon petit carnet. Enfin, je ressemble à ma narratrice en ce sens. Je me promène, j'ai mon petit carnet, je prends des notes. J'ai relu il y a peu de temps pas mal de choses que j'avais notées, etc. C'était amusant de voir ce qui est resté, ce qui n'est pas resté. Enfin, mais oui, je ressemble pas mal à ma narratrice. Je me promène et je laisse advenir. Alors, page 23, je vais prendre page 23, justement. Qu'est-ce que j'ai écrit? Page 23. Donc voilà, on est avec Béatrice qui parle de son deuil. Et alors, il y a un très beau passage. Alors, Béatrice, je me permets de lire, et excusez-moi si je ne le lis pas comme vous l'avez écrit. Béatrice continue de marcher. Et il arrive que la peine surgisse sans s'annoncer et qu'elle l'avale d'un coup tout rond. Un étau lui serre alors le cœur, le bas du ventre se crispe, la respiration devient plus difficile, la douleur l'emplit, la prend tout entière. Les instants qui suivent, elle est une plaie à vif, une chair sanguinolente que quelqu'un viendrait tripoter. Elle l'a lu dans les livres, ces moments disparaîtront, elle fera sienne sa tristesse, et cette dernière circulera dans son corps à la manière du sang, irriguant le cœur et permettant à l'air de réaliser son trajet sans entrave. Alors j'ai beaucoup aimé évidemment ce passage, mais aussi la petite, enfin, est-ce qu'on peut parler ici d'une petite mise en abîme? Enfin, je trouve que c'est une coquetterie littéraire géniale, puisque nous-mêmes nous sommes lecteurs en train de vous lire, en train de suivre les étapes du deuil de l'héroïne et elle-même dit qu'elle peut que les livres le disent en fait. On nous apprend qu'on nous apprend que la douleur va disparaître. Et alors pensez-vous, enfin je pense, enfin peut-être la question est mal formulée, mais que le récit des autres, leur tranche de vie, aide à soigner nos propres blessures? C'est évidemment, bien sûr, bien sûr. Je m'étais pas rendu compte en l'écrivant de ce que vous signalez, la coquetterie de le livre dans le livre qui cite le livre. C'est là, maintenant que vous le relisez, que je me dis, ah oui, les livres le diront. Mais on n'est pas toujours très conscient de ces effets. Et c'est ça qui est magnifique quand on est lu et lu attentivement, c'est que certains surgissent. Vous voyez, comme la peine qui surgit d'un coup ici, surgit un effet qui est assez involontaire. Mais alors moi, en tant que lectrice,
il est évident de voir, d'avoir pu accès à des mots qui viennent décrire des sensations, des sentiments. On peut parler du deuil, on peut parler de plein d'autres choses, de l'amour, d'être dans la vie, ont été des espaces nécessaires à ma constitution intime et personnelle et continuent de l'être. Et évidemment, je crois que de mettre des mots juste sur des blessures permet de les penser différemment, de les recevoir différemment, surtout de se dire qu'elles sont partagées. Enfin, je sais pas, moi, comme lectrice, quand quelqu'un vient mettre les bons mots sur des choses que j'ai ressenties, je me dis, ah ben voilà. Enfin, c'est une sorte je me retrouve avec moi-même et je me dis, ah mais je me sens moins seule. Cette expérience est finalement humaine et quelqu'un a eu le talent de mettre des mots. Oui, c'est un pansement, bien sûr, bien sûr. Alors, vous avez donné justement le nom de Béatrix à votre héroïne et je me suis demandé si, bon, il y a la Béatrix de Balzac, mais si c'était un clin d'œil quand même à la Béatrix plutôt de Dante, de la Divine Comédie. Est-ce que ça... Alors, Béatrix m'est arrivée comme une évidence. Ce prénom m'est arrivé vraiment en marchant ici, en me disant ça sera Béatrix. Et c'est a posteriori que j'ai effectué quelques recherches en me disant mais pourquoi, comment, qu'est-ce que ça t'évoque? Alors oui, m'est venue la Béatrix de Dante. Donc, elle était là, vous voyez, c'est d'un coup comme si les choses étaient là, et puis on les désigne, et puis je me dis, ah bah oui, mais c'était ça, c'était ça. Mais il y a aussi la Béatrix d'ici, de Savoie, que j'ai croisée sur des panneaux, etc. Et donc je suis très contente que finalement ce nom ait vraiment du sens. Parce que, vous voyez, il m'est arrivé comme ça et c'est après que je me suis demandé si ça pouvait convenir, essayant de faire coïncider une sorte de chose qui m'était arrivée avec un territoire, une histoire, etc. Donc il y avait la Béatrix de Dante et il y avait la Béatrix de Savoie et j'ai trouvé que voilà, c'était merveilleux, je m'en tenais là. Franchement, c'est parce que cette première Béatrix, on va dire de Dante, elle le guide quand même si c'est pas elle qui est là physiquement à côté de Dante, mais pour enfin, dans les cercles de l'enfer. Et donc c'est comme un guide aussi dans un environnement. Donc j'ai trouvé que c'était voilà, ça vous est venu comme ça et du coup c'est ça qui est magnifique dans la création. Et alors, donc, si la nature est au cœur de votre roman, ça, je pense que tout le monde l'a compris. L'art, et vous l'avez dit tout à l'heure, est très présent dans ce roman aussi, puisque l'héroïne est une artiste qui met, donc une artiste visuelle, vous avez dit, qui met en place des installations, on peut dire in situ. Enfin, donc il y a des installations fort bien décrites et on a l'impression qu'elles ont existé. Et dans votre roman, à la fin, donc vous expliquez que elles sont fictives, mais que quelques-unes sont réelles. Donc je suis allée voir celles que vous citiez justement, qui sont aussi en relation avec la nature. Et donc moi j'ai trouvé vraiment ce choix judicieux puisque l'œuvre comme ça visuelle in situ a un caractère éphémère qui est aussi celui de la nature d'une certaine façon. Et je voulais savoir si vous aviez avant d'être confronté à ce genre de manifestations artistiques visuelles, quel rapport vous aviez avec cet art contemporain-là et si c'était un bon moyen pour témoigner du monde, justement de cette détérioration il est évident que j'ai un lien fort à l'art contemporain et l'art visuel où je suis de la même manière qu'une montagnarde accomplie, une visiteuse de musée, regardeuse d'œuvres d'art, enfin assez accomplie en tout cas dans mon appétence. Je n'ai pas une connaissance encyclopédique ni d'historienne de l'art, mais j'ai besoin
de la parole artistique, du témoignage artistique visuel pour mieux comprendre le monde dans lequel je suis. Ça, c'est évident. Donc, les œuvres de Béatrix que j'invente, ou en tout cas, la plupart sont inventées, d'autres sont inspirées d'œuvres existantes, vous l'avez dit. J'ai tenu, enfin, c'est-à-dire que ce qui était formidable, c'est que l'écriture me permettait de faire des œuvres monumentales peut-être il serait difficile à réaliser en vrai, mais je tenais quand même à ce que leur plasticité soit possible. Vous voyez que j'avais besoin, j'ai même demandé à un complice lui-même artiste, en tout cas qui se pose des questions de matérialité des œuvres, de me dire ça pourrait, enfin j'ai pas tout faux dans la manière de décrire. Après il m'a dit mais il avait raison, tu l'écris donc c'est possible, hein, ce qui est écrit est possible, mais voilà, oui, je tenais à ce que les œuvres de Béatrix Filiat soient des œuvres potentielles, possibles dans ce que peut-être l'art contemporain, c'est large, hein, mais en tout cas un art contemporain qui s'intéresse en effet aux thématiques qu'on a déjà parlé, la nature, les changements climatiques, et puis plus généralement ce qu'on peut venir dire du monde et de ses émotions à travers la création. Ouais. Très bien. Alors, on a eu des petits problèmes de connexion et je sais que vous avez des impératifs, mais est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose ou est-ce que vous avez envie de lire un passage Je peux lire un passage, oui, très bien. Est-ce que vous pensiez à un passage en particulier? Vous voulez que j'en choisisse un? Non, justement, j'avais envie plutôt de vous laisser le choix. Alors, un instant. Eh bien, on peut lire, est-ce que je lirai la page 18 Oui, à la fois des promenades et à la fois des évocations des œuvres de Béatrix de 18 à 21. Elle quitte l'appartement tôt le matin, emporte le petit sac à dos de randonnée dans lequel elle a glissé un thermos de thé, quelques fruits secs, un bout de pain, une clémentine, le couteau pliant, un paquet de mouchoirs, son carnet, un crayon à mine. Les raquettes et les bâtons sont fixés au sac. Les premiers jours, elle choisit des sentiers forestiers. Lors de pauses régulières, elle note la liste des mots qui la traversent, nœud, résine, strie, trace quelques croquis. Parfois, elle touche un tronc, suit les sillons de l'écorce, essaye d'en mémoriser les lignes au creux de la paume et les reproduire au crayon quelques pas plus loin. Ou alors, après avoir caressé l'écorce lisse et brillante d'un bouleau, elle en photographie le blanc argenté de très près, en prélève délicatement un lambeau, le cale entre deux pages du carnet. Elle ne se donne pas de dessin précis, elle recueille, en s'attachant aux détails aussi bien qu'aux ensembles, incrustations d'épines tombées à terre, mouvements des troncs courbés par le vent. Une fois, elle retire ses gants pour tremper ses mains dans un ruisseau dont l'eau gelée s'écoule encore dans un filet. La glace s'agrège ici et là en des formes légères, transparentes, scintillantes. Béatrix y discerne des espèces sous-marines. Ici, une méduse, là, un hippocampe. Elle se laisse émouvoir par les branches fines penchées au-dessus de l'eau, figée dans une lourde prison de gel. Une autre fois, elle est intriguée par une feuille tombée à terre dont la teinte, un jaune ocre tirant sur le marron, est criblée de points noirs. On dirait qu'ils ont été imprimés, ancrés comme un motif sur le tissu. Elle s'accroupit, observe la feuille sans la toucher. Relevée, elle en cherche la provenance et constate que les troncs des arbres qui bordent le chemin sont tous marqués de points noirs, de gros points noirs disgracieux dont s'échappent, en leur sang, de courtes branches, des pics. Béatrix pense aux sorcières et leurs affreux grains de beauté, leurs poireaux, d'où jaillissent des poils drus. Ils seraient à perte de vue, tous les mêmes, droits et barbés de leurs bubons noirs. Quelques mètres plus bas, une souche arrachée lui coupe le passage, mur de terre d'où dépassent des racines entremêlées telles des vers brouillants qui chercheraient à retrouver la profondeur dont ils ont été extraits. La figure d'une gorgogne aux cheveux de serpent s'impose.
Béatrix s'échappe avant d'être pétrifiée. Le soir, elle prend des notes pour une installation intitulée La nuit dans la forêt. Un espace clos d'une dizaine de mètres carrés, murs et sol peints en noir, pas de lumière. Pièce à parcourir pieds nus. Par terre, de petites branches sèches et des épines de conifères. Diffusion en continu de sons de ululements, de craquements, de froufrou feuillus, de pas feutrés. À intermittence régulière, 2 petits points s'illuminent sur un mur, 2 ampoules derrière des globes de plexiglas, yeux de bête. Si elle monte cette installation, elle projettera Performance. La vidéo de quelques minutes met en scène un personnage vêtu d'une combinaison, de celles utilisées sur des chantiers, dont la fine toile a été cousue de pans de mousse forestière. Le bonhomme de mousse, aussi sublime que grotesque, est filmé de nuit dans une forêt. Il s'affaire à tendre des cordes entre les arbres et les gratter, les passer, les jouer d'un archer. Elle montrera aussi ces natures ressuscitées, des natures mortes célèbres reproduites des centaines de fois avec des infimes changements. Elles ont été avancées en des animations très lentes qui permettent de faire revivre les objets de la toile. Le légume s'acornit, le fruit se gâte, la viande faisande, la fleur fane, la ferraille rouille, l'argent noircit, la vaisselle s'ébrèche, le verre dépoli, le miroir se pique. Alors, je vous remercie. Vraiment, c'est un des passages qui m'a le plus plu parce qu'il y a tout qui est convoqué. Alors, vous parliez de cette fameuse Gorgone, là, justement, et en fait, ce passage nous montre combien votre livre nous oblige à regarder un peu les choses différemment et puis à susciter notre imaginaire comme un peu quand on regardait les nuages enfants et qu'on essayait de trouver des formes. Et puis, ce rappel, en fait, au quotidien avec cette vaisselle qui peut s'ébrécher. Voilà. Alors, merci beaucoup pour ce passage. Donc je rappelle donc La mesure des larmes qui est aux éditions La Passe du Vent. Donc c'est le petit cadeau là à Noël, c'est un tout petit prix, et nous on tenait vraiment à vous remercier Colombe parce que vous avez été une aubaine pour nous ici parce que voilà ce résultat est vraiment je trouve peut-être pas j'allais dire moi, ça m'a revigorée. On parlait tout à l'heure, voilà. Et j'avais envie finalement de partir marcher, ce qui n'est pas forcément mon truc. Et là, je pensais que c'était la bonne période d'emmener des enfants et d'essayer de voir justement ce qui se cache derrière ce qu'on voit tous les jours. C'est très beau de vous entendre dire que malgré cette thématique qui peut paraître un petit peu triste, c'est vrai, il s'agit d'un deuil et de l'art. C'est inscrit dans le titre de Chagrin que vous disiez ça m'a revigoré. Ben voilà le plus beau compliment que vous pouviez me faire. Eh bien écoutez Colombe, merci beaucoup. J'espère qu'on vous reverra ici. J'espère bien. Il est question de venir présenter le livre in situ et pour de vrai et j'aimerais beaucoup. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir accordé. Sans prix, merci à vous. Et puis à bientôt. Merci Colombe et puis La mesure des larmes pour les auditeurs. Merci pour Noël. Au revoir Colombe, merci. Au revoir.